Aujourd'hui, Vie et mort de Michael Jackson avec notre invité Olivier Cachin. Bonjour. Bonjour Fabrice. Journaliste, spécialiste de la musique américaine et surtout auteur d'une biographie sur Michael Jackson intitulée Michael Jackson Pop Life aux éditions Alphée. Bon, j'imagine que vous avez découvert Michael Jackson avec les Jackson 5 comme tout le monde. Si tel est le cas, est-ce que vous avez décelé ce gamin de 10 ans, est-ce que vous vous êtes dit celui-là il va être vous étiez trop jeune peut-être? Disons qu'en fait moi j'ai vraiment c'est curieux parce que j'ai découvert réellement Michael Jackson avec ses premiers albums avec les Jackson, non pas avec les Jackson 5 parce qu'effectivement j'étais un petit peu petit, mais avec les Jackson, c'est-à-dire tout ce côté très à l'époque du disco, et j'avais un rapport très amour-haine parce que à l'époque moi j'étais plutôt dans la musique punk dans les années 70, donc c'était à la fois genre le disco était la chose horrible qu'il fallait surtout pas écouter, mais en même temps il y avait une telle puissance qu'on ne pouvait pas ne pas, c'est-à-dire que donc on disait c'est nul et en même temps on écoutait, vous voyez. Et c'est vrai que après évidemment quand est arrivé sa vraie carrière solo avec Off the Wall, je dis ça vrai parce qu'il avait déjà fait des albums sous le nom de Michael Jackson chez Motown, mais en fait c'était comme les albums des Jackson 5, des albums qui étaient complètement contrôlés et pilotés par la maison de disques. Donc avec Off the Wall en 79, là on découvre vraiment quelque chose qui est unique, c'est-à-dire quelqu'un qui entre parenthèses ne devrait pas exister, parce que vous savez, les enfants stars, le problème c'est que c'est généralement des tragédies dès qu'arrive, même pas l'âge adulte, mais l'adolescence. Oui, regardez le fils de Lennon par exemple. Par exemple, le premier, oui, Julian. Et puis bon, il y a aussi quelque chose qui est terrible, mais que les gens, vous le disiez en sous-texte dans votre chronique, c'est que les gens aiment détruire les idoles, et c'est vrai que quand on a été tellement haut à un âge aussi jeune, ce que généralement fait le public, c'est vous rejeter quand vous essayez de faire une carrière après. Quand il fait Off the Wall, il est donné perdant. Il faut quand même savoir que tout ce qui paraît évident aujourd'hui, à savoir c'est une superstar qui a un succès mondial, les gens disaient mais comment vous voulez faire un disque sérieux avec un gars qui a été en dessin animé à la télévision américaine, qui n'a pas de crédibilité, parce que c'était, à l'époque, on le voyait plutôt comme une marionnette. C'était la marionnette de Berry Gordy. Alors justement, la Motown, c'était quoi le pouvoir de cette maison de disques, cette industrie à l'époque? On l'a souvent dit, mais il n'est pas inutile de rappeler que Berry Gordy table son modèle sur la fabrication des voitures des usines Ford. C'est-à-dire que il a été visionnaire en ce sens. C'est-à-dire que lui, il voit un artiste comme un produit avec une chaîne de fabrication. Au début, il y a donc un matériau non dégrossi qui est l'artiste, et puis à l'arrivée, à travers les différentes phases de fabrication avec des coach directors, des chefs d'orchestre, des musiciens, des arrangeurs, des profs de maintien, on a à l'arrivée un artiste complet, mais qui est fabriqué au sens noble du terme, parce que c'est quand même une musique merveilleuse, la musique qui sort des studios Motown, mais derrière il y a toute une industrie qui ne laisse aucune chance à l'artiste pour s'exprimer dans ce qu'il veut faire lui-même. Rappelez-vous que Marvin Gaye, What's Going On, qui est sûrement son album le plus parfait, le plus émouvant, celui qui restera de toute sa carrière, c'est un album qu'au début Berry Gordy ne veut pas, parce qu'il trouve ça trop déprimant, parce que le contrôle qu'il a, Berry Gordy, on le rappelle, c'est le patron boss de la Motown. Voilà. Ouais. Lui, ce qu'il voulait, c'était vendre du rêve, c'était les Jackson 5, c'était la famille idéale, ce qui bien sûr était totalement faux. Vous rappeliez le rôle du père, qui était quand même un espèce de monstre, un traître de péplum, mais l'image, c'était genre, voilà, on fait rêver les gens, regardez, cette bubblegum soul, comme on l'appelait, cette musique des Jackson 5, c'était fait pour faire rêver. Il fallait surtout pas qu'il y ait du contenu, fallait pas que Marvin Gaye évoque la guerre du Vietnam, il fallait pas que les Temptations fassent de la musique psychédélique, il fallait que tout ça reste très très, comment dire, produit de consommation. Produit de consommation, exactement. Alors, il y a quand même une rencontre importante avec Quincy Jones, c'est vraiment le début de la grande carrière solo de Michael Jackson. Alors, c'est un producteur, on dit producteur, on devrait dire producteur, arrangeur, comme l'était George Martin pour les Beatles, George Martin qui est mort cette nuit. Donc ça, c'est une rencontre vraiment, vraiment importante, puisqu'il en sort les deux grands chefs-d'œuvre, Thriller et Bad. Rencontre importante, on peut d'ailleurs dire que cette trilogie avec Off the Wall, Thriller et Bad, c'est effectivement sûrement ce que beaucoup de gens considèrent comme l'apex de la carrière de Michael, mais c'est aussi le début justement d'une guerre avec la maison de disques, parce que au départ, personne ne veut de Quincy Jones. C'est un producteur de jazz, il a bossé avec Frank Sinatra, Count Basie. Qu'est-ce que vient faire un gars qui est estampillé jazz et big band dans une musique qui doit être du groove, du funk, de la soul? La maison de disques, elle veut pas de Quincy Jones. Elle dit mais qu'est-ce que vous allez faire avec ce type-là? D'abord il est vieux, il est dépassé. Ils veulent Léon Gamble et Ken Gamble et Léon Huff, qui sont Gamble et Huff, un duo de producteurs soul qui ont déjà bossé avec les Jackson. Ils veulent quelque chose qui est bankable, quelque chose où on sait où on va. Là, la maison de disques dit mais on sait pas où on va. Qu'est-ce qui va nous faire un album de jazz et puis quoi encore? Donc c'est pas du tout évident au départ pour imposer Quincy Jones comme producteur et comme mastermind de cette trilogie. Surtout que Quincy, c'est quand même quelqu'un de très exigeant, et c'est là où la chemistry, comment dire, le lien entre les deux va vraiment passer. C'est que ce que va amener plus encore que le son, je pense, Quincy, c'est
le dépassement de lui-même. Quelqu'un comme Michael, qui est déjà très exigeant, va être face à quelqu'un qui est encore plus exigeant que lui. Et ça va le pousser à faire un disque qui va être effectivement l'idée qu'ils ont au moment où ils le font de la perfection musicale. Vous avez quelque chose que je voudrais relever à juste titre. Vous avez parlé de musique groove, funk et soul. Je suis bien d'accord. Alors pourquoi appelle-t-on Michael Jackson le roi de la pop ? Alors ce sont les Beatles qui ont inventé la pop. Parce que d'abord, il faut voir l'origine du nom dans cette compétition de Michael pour être toujours le premier. Le King of Rock, c'est Elvis Presley, c'est sûr, qui est blanc, alors que le rock est une musique créée par les Noirs. Il faut la quand même racine, le rappeler. c'est le blues. La racine, c'est le blues, oui. Les rockers noirs n'ont pas le droit de passer à la télé ou à la radio au moment où Elvis Presley, Pat Boone et d'autres font les couvertures et passent en répétition, en grosse rotation. Donc lui, il dit, pourquoi lui, c'est le roi du rock et moi, je suis le roi de quoi dans ce cas ? Je suis le roi de la pop, parce que la musique qu'il fait, et qui effectivement est basée sur la soul et le funk, mais qui déjà, dans le cas des Jackson 5, commence à s'ouvrir sur d'autres couleurs musicales, quand il va vraiment prendre son destin en main avec Off the Wall en 79, là, on est ailleurs. C'est pas un hasard si Paul McCartney est invité sur ce disque et le sera sur le disque suivant aussi, Thriller. Parce que lui, ce qu'il a comme idée, Michael, c'est cette espèce de comment dire, il veut faire tomber le mur de Berlin des couleurs dans la musique parce que rappelons quand même qu'aux États-Unis, jusque dans les années 60 et même les années 70, il y a un apartheid réel, qui est physique pour les Noirs américains. On connaît tous ces images de la marche des libertés avec Martin Luther King, Malcolm X, où on voit à l'époque, il y a des toilettes pour les Noirs et des toilettes pour les Blancs, des places assises pour les Noirs dans les bus et assises pour les Blancs, pardon, et debout pour les Noirs. Donc il y a vraiment un apartheid. Et musicalement, c'est encore plus violent parce que là, c'est très clair. Il y a les R&B charts et les pop charts. C'est-à-dire, il y a la musique pour les Noirs et la musique pour les Blancs. Il n'est pas non plus inutile de rappeler que James Brown, qui est sûrement l'un des plus grands génies de la musique du XXe siècle, dont évidemment Michael s'est inspiré et qu'il admirait au-delà du réel, est quelqu'un qui n'a jamais eu de succès commercial jusqu'à la musique du film Rocky 4 dans les années 80, Living in America. Avant, c'est de la musique pour les Noirs. Et donc, c'est cette espèce d'apartheid-là. Vous rappeliez aussi d'ailleurs que Michael Jackson n'a pas eu la couverture de certains magazines parce qu'il était noir. Oui. Et il a fallu pour ça que sa maison de disques et son patron juif, Walter Yetnikov, se battent pour aussi passer sur MTV, parce que le clip de MTV n'est pas passé au départ. Ça veut dire que l'appellation, le label pop, blanchit sa musique, en quelque sorte. En tout cas, il l'universalise, puisqu'il dit, voilà, je ne fais pas de la musique noire, je ne fais pas de la musique blanche, je fais de la musique pop, qui est par définition une musique de synthèse, qui, dans son cas, va justement englober toutes les sphères de la musique qu'il aime, lui, parce que c'est quelqu'un qui, même s'il a ses racines dans la soul, a évidemment des goûts musicaux qui vont beaucoup plus loin que ça, y compris jusqu'à la musique classique, dont on décèle des traces dans certains de ses morceaux. Et il y a Beat It, évidemment, alors qui est là pour le coup un morceau de rock, avec ce riff endiablé d'Eddie Van Halen à faire pâlir le spécialiste des Stones en la matière, Keith Richards. Il aurait aimé faire ce riff là. Là on est dans le rock là. Oui, et on est dans un morceau qui a failli pas se faire parce que comme l'a raconté avec beaucoup d'humour Eddie Van Halen, dit quand on m'a appelé au début, j'ai entendu allô c'est Quincy Jones et il a dit attends c'est gentil, super drôle, merci. Il a raccroché 2 fois avant que quelqu'un d'autre le rappelle. Il dit non mais c'était vraiment Quincy Jones là et il voudrait que vous participiez au disque de Michael Jackson. Donc effectivement alors il a aussi dit qu'il avait pas pris d'argent. Pour lui, c'était tellement énorme qu'il l'a fait en studio comme ça sur un feeling. Et c'est vrai que ce morceau-là, là, on est vraiment au cœur de cette volonté. Alors aujourd'hui, ça paraît tellement banal parce que tout le monde aujourd'hui mélange toutes les musiques. Mais en 1982, quand il conçoit Thriller, enfin, il commence à le concevoir un petit peu avant, c'est quelque chose qui n'existe que très très peu. Donc là-dessus aussi, il est visionnaire. Là aussi, il a cette vision d'un jour où la musique sera effectivement non plus réservée aux noirs ou aux blancs, mais ira dans toutes les couleurs. Alors comment expliquez-vous que 2 rois comme McCartney et Michael Jackson, qui sont les 2 rois de l'époque, s'allient pour une chanson que plusieurs effacent Say, 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 qui est quand même une variété de... Enfin, une sous-variété. Qu'est-ce qui s'est passé? Wow. Comment de grands génies font un truc pareil, quoi? Déjà, ils l'ont fait. C'est très subjectif ce que je vous dis, évidemment, mais déjà, ils l'ont fait parce que ça n'a pas été le cas de Prince et Michael Jackson qui, au début, auraient dû collaborer aussi pour le morceau Bad et qui n'ont pas réussi à s'entendre parce que, justement, ils étaient tellement chacun dans un monde à part qu'ils ne se sont pas rencontrés. Dans le cas de Michael Jackson et Paul McCartney, bon, déjà, on peut dire qu'il y a eu quand même quelques beaux morceaux. The Girl Is Mine est quand même pas mal. This Girl Is Mine est très beau. Peut-être que CCC est un petit peu moins qualitatif, mais au fond, pour moi, c'est au moins aussi bien que Ebony and Ivory qu'il a fait avec Stevie Wonder. Oui, et puis bon, c'est de la variété, mais c'est de la variété de quand même assez haut niveau. C'est vrai. Alors, vous avez parlé de Bad, justement. Michael Jackson s'affirme de plus en plus avec cette image dure de Bad. C'est la période chaîne, cuir noir. La tournée autour de Bad est incroyable. On va écouter une archive. C'est le tourneur français Pascal Bernardin qui en parle.
J'ai eu le plaisir de le rencontrer à Chicago et c'est ce que tout le monde dit, c'est le fameux syndrome de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On voit dans la loge, on voit effectivement un être charmant, timide, à la voix faible, a l'air d'un être un peu fragile, il a de très beaux yeux à la Bambi, un peu ouverts, grands. C'est vrai qu'il a l'air un peu d'un personnage de Walt Disney, un peu émerveillé, il a une voix agréable, il dit bonjour poliment à tout le monde, mais il a même une petite voix qui a du mal à sortir. Et il arrive sur scène après, c'est un être agressif, sublime, dominateur, qui commande les musiciens, les danseurs, c'est pas le même, quoi. C'est la mystification de la scène. On aime tellement Michael qu'on en accepte d'autres. Bah oui. Il y a deux visages, vraiment, chez lui. Bah, toujours, oui, je pense que dans tout artiste, il y a cette capacité de revêtir un masque et de devenir quelqu'un d'autre. Bon, oui, il l'a fait tout au long de sa carrière. Michael Jackson, de façon un peu différente, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a dit. Et là aussi, ça pourrait paraître bateau, mais toute sa vie montre que c'est vrai. Je n'ai jamais été heureux que sur scène. Et c'est vrai que cette façon qu'il a de communiquer avec le public, de vivre ses chansons, d'incarner, et avec une perfection. Vous rappeliez dans le film This Is It, ce moment où justement il mime la guitare avec sa guitariste. C'est extraordinaire. Il y a aussi un moment où je crois que c'est Great Feeling Games qui est au clavier et lui, il lui dit je veux que la chanson soit jouée exactement comme sur le disque. C'est l'exact contraire d'un musicien comme Prince à qui on l'a beaucoup opposé dans les années 80, qui lui fait des concerts de 3 heures où il fait des reprises qui n'en finissent pas, des versions de Purple Rain de 15 minutes, des trucs impromptus. Michael, c'est la précision maniaque. Il faut absolument que ça corresponde à l'idée qu'il s'en est fait au départ sur le disque et que sur scène ça soit pareil. Donc il y a un côté machine de guerre où chaque millimètre est coordonné, où tout c'est un contrôle fric total. Et c'est vrai que ça se voit dans ses concerts. Nous avons consacré 13 minutes à la part de lumière de Michael Jackson. On va consacrer les dernières minutes à sa part d'ombre, à la relation avec les enfants. Comment vous voyez ça, vous? Moi, je pense, ça n'est que mon point de vue, mais je pense que c'est un être qui ne sait pas ce qu'est la réalité et par extension qui ne sait pas ce qu'est la sexualité. Donc, s'il était réellement pédophile, on sait que les pédophiles sont des êtres quand même qui sont plutôt retors. Je ne pense pas qu'il aurait été stupide au point d'avouer, parce que quelque part, ce qui a causé sa perte dans le fameux documentaire de Martin Bashir est aussi quelque part pour moi une preuve de son innocence folle. Quand il dit, bah oui, je couche avec des enfants, on boit du chocolat au lait, c'est super. Jamais personne qui est un pédophile ne va dire une chose pareille. Au contraire, le fait qu'il le dise montre, je pense, d'abord son inadéquation par rapport au monde des adultes qui effectivement va de toute façon chercher à l'abattre parce que cette amitié trouble avec les enfants est quelque chose qui n'est pas acceptable, surtout de la part d'un homme de 40 ans. Mais pour moi, je ne vois pas de sexualité à Michael Jackson, pas plus de réalité dans son mariage avec Lisa Marie Presley, qui effectivement, comme vous le disiez, est quelque chose qui n'apparaît pas comme très réaliste. Fabriqué, oui. Il suffit de voir le clip de You Are Not Alone où ils sont ensemble, on a l'impression qu'il a peur de la toucher, que c'est une poupée en porcelaine qui va se casser, tellement il n'arrive pas à être sensuel avec elle. Mais je pense qu'avec les enfants, il y a effectivement un lien très fort, mais qui pour moi n'a pas l'ambiguïté qu'ont voulu y voir certains médias et une partie du public. Et le deuxième procès, celui qui a été jusqu'au bout et où il a été exonéré des 15 chefs d'accusation, montre qu'en tout cas, il n'y avait absolument aucune preuve tangible et que finalement, tout ça n'était que beaucoup de bruit pour quelque chose qui, à mon sens, n'avait pas lieu d'être, en tout cas sûrement pas avec cette intensité. Ce qui paraît pathétique quand même, c'est ces transformations physiques, cette volonté de renier ses racines, mais en même temps, vous le disiez, victime aussi d'un système d'ostracisme. C'est quoi l'explication réelle de ces transformations physiques volontaires? Maintenant qu'il est mort, il y a eu beaucoup de travaux et de recherches, et réellement, ce que certains croyaient être une excuse bidon, le vitiligo, semble être une vraie réalité. Quand on voit ce que c'est que le vitiligo, c'est effectivement quelque chose qui est absolument terrible. Il y a un mannequin, d'ailleurs, je crois que c'est la marque Desigual qui avait utilisé un mannequin atteint du vitiligo. Quand on est une star-pop, on ne peut pas se présenter avec ces taches de cette blancheur qui apparaît. Des taches claires sur une peau noire. Voilà. Donc lui, il a maquillé son visage et son corps de façon à avoir l'air blanc, mais je ne pense pas que, comme on l'a dit un peu rapidement à l'époque, c'était une façon de dire je suis blanc. D'ailleurs, la meilleure preuve étant que sur la fin de sa vie, notamment avec l'album Invincible et tout ce qui a suivi dans les quelques années qui ont précédé sa mort, il était de plus en plus radical et je pense que s'il avait continué à vivre, il aurait sûrement rejoint les thèses de certains activistes noirs dans le sens où il était pas du tout dans une logique d'adoucissement de la musique ou de sa personne. Je crois que c'est vraiment quelqu'un qui était fier d'être noir et qui l'a été jusqu'au bout, malgré effectivement cette maladie et beaucoup d'autres troubles et névroses dont il souffrait, parce que faut quand même rappeler une chose, c'est qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Michael Jackson, mais il faut quand même aussi dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais de toute sa vie
connu une seconde de normalité. C'était Catherine Hepburn, son amie, qui disait « cet être formidable qui danse et chante comme un dieu et qui jamais une seconde n'a connu la vie normale d'un être humain. » Et la sérénité. Le docteur Conrad Murray a-t-il tué son patient ? Alors, comme vous le disiez, il fallait un coupable. Je pense qu'il a été au minimum négligent et effectivement, le fait qu'on a su qu'il ait donné quelques coups de fil pendant que Michael était en train d'agoniser dans la pièce d'à côté montre que c'était sûrement pas un docteur très très sérieux. Maintenant, ce que je crois aussi, c'est que quand on est aussi puissant que Michael Jackson, et ça n'a pas été le premier, Murray, il y a plein de gens qui se sont dit, moi je vais y arriver, je vais arriver à le guérir, je vais arriver à, il va m'écouter. Mais un patient aussi habitué à faire ce qu'il veut que Michael Jackson, on sait très bien que si un docteur lui dit, tu ne prendras pas ce médicament-là, il va en avoir 15 autres avec qui il va avoir des contacts pour avoir le médicament en question dans les 15 secondes. Donc le docteur Murray pensait contrôler la situation, on a bien vu qu'il ne contrôlait rien du tout, mais après, je ne pense pas que ça soit le Machiavel. Certains l'ont décrit comme quelqu'un qui a carrément conspiré pour tuer Michael Jackson. Là, c'est exagéré, je pense que c'est un mauvais médecin. En tout cas, ça n'était pas le médecin qu'il fallait pour Michael. Bien, en tout cas, merci infiniment Olivier Cachin pour vos informations et votre connaissance parfaite de Michael Jackson. Je rappelle que vous en êtes son biographe. Merci, au revoir.